Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Ravi de vous retrouver, même si c'est un lendemain de défaite. C'est une défaite qui ne nous enlève pas l'espoir, il faut le voir comme ça. On aura dans 7 jours, c'est ça, jeudi prochain, la possibilité de se qualifier pour la 9e demi-finale de Coupe d'Europe de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y a un but à remonter à Benfica, c'est pas ouf, c'est faisable, voilà. C'est pas incroyable, c'est faisable. Même si on n'a rien montré hier et que je me mets à la place des Portugais, des supporters de Lisbonne, parce que pas forcément que des Portugais qui supportent Lisbonne, qui doivent se dire, il est mignon, lui, il nous dit c'est possible, ils nous ont strictement rien montré chez nous à part sur une action, et ils veulent, Ben ouais, c'est ça la beauté du football, c'est aussi pour ça qu'on va y croire. Les amis, je vous vois sur le chat, beaucoup de bonjour pour Mamad. Mamad, il va être avec nous dans quelques instants. Voilà, je guette son arrivée. Il sera avec nous là dans quelques minutes et on va démarrer comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour Djibril Cissé il y a quelques mois, on avait pris quelques minutes avant son arrivée pour que vous me posiez certaines questions que vous vouliez à Mamad et je me les note gentiment et comme ça, ça permet un peu plus de fluidité lors de l'échange. Donc regardez, j'ai activé mon bloc-notes. Donc dites-moi un peu, tiens je vois des Mamad revient. Donc je lui parlerai d'un éventuel retour. Voilà, si vous avez des questions, je prends pour Mamad, là, dans les... quel était son duo préféré? Voilà Nico Amskas, ça c'est une belle question, parce que c'est vrai que il en a eu pas mal de... En fait, il y a eu pas mal de duos dans la carrière de Mamadou Niang, que ce soit avec Daniel Luboya, Michael Pagis à Strasbourg, puis à Marseille, Djibril Cissé. C'est la panade des attaquants comme ça, un peu qui savent faire des passes, qui savent marquer, qui savent un peu tout faire. Généralement, il y en a beaucoup qui aiment jouer avec. Pourquoi tu nous as lâché au pire moment pour aller en Turquie? Falembert dit ça. Alors au pire moment, Falembert est pas mal. Au pire moment, il part sur un titre de champion. Donc est-ce que le pire moment c'est quand on est champion? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Après, Falembert, je sais pas dans quoi tu travailles, mais quand on te propose de passer du brut au net, il y a un moment donné où tu te dis, je trouve que il y a pour des joueurs, je veux bien l'entendre, pour un mec qui fait 5 saisons chez toi, et si tu veux on lui demandera, mais qui fait 5 saisons chez toi, qui marque 100 buts, je veux bien entendre le pour service rendu, voilà, tu vois. Donc son meilleur souvenir avec l'OM. Je le note, les gars, je l'ai vu marquer. C'est qui a marqué ça? Et encore une fois, parce que je vois une autre question là-dessus. Pourquoi Mamad, tu es parti à Fenerbahçe alors que l'OM, c'est OM13 qui nous dit ça, que l'OM avait vraiment besoin de toi après le titre 2009-2010? J'ai envie de vous dire, l'OM avait besoin de Mamadou Niang, ça on se rend compte après, mais est-ce que l'OM n'avait pas besoin de Mamadou Niang parce que l'OM a manqué son recrutement cet été-là? Parce qu'au moment où Mamadou Niang part, il n'y a pas tant d'indignation que ça, on se dit il y a possibilité de faire. Et une fois que ça n'a pas été fait, que ça a été mal fait, on se retourne vers Mamadou Niang en disant « Ah, tu nous as lâchés au pire moment !» Mais lui, au moment où il part, on n'a pas eu ce... On l'a entendu sur RMC, souhaiterait-il refaire? Alors, on va lui poser un peu les questions, consultant. Elle est de qui cette question? Je me la note, de Maximus Wesh. Et bien voilà. On se le note. Je veux qu'il intègre le staff de l'OM. D'accord. Quel était son secret pour... Agrafoun. Bravo. Secret pour tirer les pénaltys.
C'est vrai qu'il n'en a pas raté. Il n'en a pas raté beaucoup, l'ami Mamad. Combien de fois est-il allé au bazar? Souvent. Moineau 30, ça c'est... Écoute. Balturner, Romain, pose-lui la question sur une éventuelle vente. Il sait des choses. Les gars, tout le temps, franchement, vraiment. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je veux bien, mais... Elbrog qui nous dit « À vous, Romain, t'avais rien préparé et on te sauve ». Alors, Elbrog, sache que non. Sache que déjà, Mamadou Niang va nous rejoindre parce qu'il a été élu phocéen du 21e siècle sur un concours sur Twitter. Alors, vous allez me dire, c'est un concours, c'est Twitter, c'est pas significatif, mais il y a une grosse communauté qui s'est mobilisée. Donc, ça fait plaisir qu'il a dit, bah tiens, c'est un petit clin d'œil et que voilà, Mamad, c'est quelqu'un qui est resté comme ça, qui regarde ce genre de truc et forcément, ça lui fait plaisir. Il va pas faire comme si de rien n'était. Voilà, donc c'est cool de sa part. Et non, j'avais préparé quand même quelques trucs et on en a parlé hier. C'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Si tu veux poser des questions sur sa carrière, et tu vas voir que je l'ai préparé, il n'y a aucun souci. Des questions justement sur la Coupe d'Europe, j'en ai à revendre le concernant. Sais-tu par exemple, mon cher Elbrog, que Mamadou Niang est le dernier buteur de l'OM contre Benfica au stade Vélodrome. Et oui, c'était sur la Coupe Europa League en 2010. Voilà, l'OM perd 2-1, se fait éliminer en huitième de finale par le Benfica d'Angel Di Maria, déjà. Mais Mamad était là sur le pont. Il ne devrait plus tarder d'ailleurs, Mamad. Voilà, c'est ce que... on va checker ça en régie, mais il est en approche, comme on dit dans le jargon. 18 mois d'abonnement pour Jean-Jean, bah écoute, merci beaucoup, mon pote, c'est top. Que deviens-tu aujourd'hui, Mamad, nous dit Waddle. Bah écoute, cette émission, c'est la vôtre. Donc, moi, faire un entretien avec Mamad, j'en ai fait, j'en ferai, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien que ce soit vos questions et donc merci à vous de les poser. Will qui nous dit « Mamad, si tu joues avec Harit, si tu avais joué avec Harit, il t'aurait rendu fou, tu l'aurais secoué. » Ça se pose aussi comme question. Je les note, les gars. Excusez-moi pour le manque de rythme, hein, je suis seul, je ne peux pas vous lire, écrire tout en même temps, mais je le fais. Quel est le pire club où il est passé? Manuel Sirag nous dit ça. On va noter. Pire club et pire coéquipier. C'est noté. Anthony du Morbihan nous dit « J'aimerais connaître son avis sur Faris ». Je note tout, les gars, je note absolument tout. Pire anecdote avec un entraîneur, nous dit Moineau 30. On prend. Tu peux jouer le match retour. Si Pagis c'était Bergkamp, il se considère comme quel joueur lui? Bah, si tu le poses le truc comme ça, qui joue avec Bergkamp, hein? Je crois un attaquant qui marquait des buts et qui partait aussi bien du côté gauche. Voilà. L'anniversaire de Sakai aujourd'hui est d'OM Leipzig, nous dit Martinowski. Bah écoute, va sur Twitter, à mon avis, il y aura toujours des gens pour le souhaiter. OM13 nous dit Mamad et Soulé Diawara, ça a bien squatté le Mistral à Aix à l'époque. Bah ouais, c'est très bien. Moi, ça a squatté aussi des titres de champion, donc ils peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent.
Avec quel joueur de l'OM aurait-il aimé jouer? Est-ce que Mamad est là? Mamad, tu m'entends? Allô? Comment ça va? J'ai pas de retour plateau, j'espère Tu j'espère m'entends? qu'on t'entend bien. Comment ça va? Ça va et toi, tu m'entends? Alors j'ai l'impression que Mamad m'entend, mais moi je l'entends pas en plateau. Si on peut faire le nécessaire. C'est lui qui a un son très faible. Ok. Et du coup, Mamad, est-ce que tu peux peut-être monter le son, s'il te plaît? Ah voilà, le chat est en folie. Je t'entends, je t'entends. Et puis on va voir. Est-ce que tu... Ouais, tu m'entends, Mamad? Ouais, je t'entends très bien. Ah, super. Bah, écoute, tu as un chat très enthousiaste à l'idée de te retrouver. J'espère que tu vas bien. J'ai pris un peu de leurs questions. Bah, tiens, il y en a un, Waddle, qui nous a dit tout simplement sur le chat, comment vas-tu, Mamad? Donc, on va commencer par ça. Comment ça va? Comment Bah, ça ça va va tout super. simplement dans la vie? Eh ben, ça va super bien, hein. Tout se passe bien. Tu as regardé le match hier soir. J'imagine forcément, tu es déçu, mais est-ce que tu as encore un peu d'espoir pour jeudi prochain? Bah, j'ai regardé le match comme tous les matchs de la saison et bon, déçu oui et non parce que bon, déçu par rapport à la défaite, mais il reste encore un petit espoir pour le match retour parce que il y a qu'un but de différence et ils ont réussi à marquer à l'extérieur. Et j'ai pas trouvé un Benfica extrêmement fort. Marseille avait la capacité de faire match nul au moins ou pire de remporter ce match. Malheureusement, ils ont perdu, donc on verra au match retour. Est-ce que tu peux, Mamad, je t'embête encore avec les soucis techniques, tourner ton téléphone, s'il te plaît, pour qu'on te voit en mode... voilà, tu sais, le passer de mode paysage en mode portrait, ou de mode portrait plutôt en mode paysage, voilà. Ça va, Tu me vois mieux? voilà, c'est nickel, c'est parfait. Merci beaucoup, merci à toi. Dwayne, tu me parlais de ce but qu'on a marqué qui compte, bien sûr, même si le but à l'extérieur ne compte plus, on a quand même, ben voilà, psychologiquement, un but, on a recollé au score avec un but d'Aubameyang qui est un vrai but d'attaquant. Tu l'aurais pas renié, son petit travail là pour mettre Antonio Silva à distance, c'était pas mal du tout. Non, même si les buts à l'extérieur ne comptent plus, c'est important de marquer face à une équipe contre Benfica, c'est que ça montre qu'on est capable de le faire. Et concernant le but d'Aubameyang, c'est un but d'attaquant, vraiment, où il fixe le gardien et il a mis plat du pied ouvert dans un petit filet. Donc ça prouve que l'OM est capable de marquer contre cette équipe de Benfica. Donc c'est de bonne augure pour le match retour. En attendant que tu nous rejoignes, j'ai eu plein de questions, donc je me les suis notées, je vais te les relayer désormais. Et il y a eu beaucoup de Mamad revient. Voilà, tu es toujours resté dans le cœur des gens. Je sais que tu viens souvent voir des matchs au Stade Vélodrome et que bah, les supporters de l'OM te témoignent bah, l'affection que tu mérites, parce que je rappelle que tu as mis 100 buts à l'Olympique de Merci. Marseille, c'est pas rien. Dis-nous un peu comment ça se matérialise pour toi, ça fait toujours plaisir si voilà, les gens t'ont vraiment pas oublié, les jeunes générations aussi, parce que maintenant il y a des jeunes supporters de l'OM qui t'ont peut-être pas vu jouer, mais qui savent que tu as compté dans l'histoire de ce club. Ouais, bah écoute, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et je reçois parfois, enfin souvent, des témoignages des supporters de l'OM quand je les croise au Vélodrome. Ça me fait énormément plaisir. Ça prouve que voilà, j'ai bien fait mon travail à l'Olympique de Marseille, que voilà, j'ai donné du plaisir aux gens. Et ça fait toujours énormément plaisir, même si on a arrêté de jouer maintenant. Et voilà, j'espère que l'OM réussira à remonter la pente, euh, retrouver la place qu'elle mérite, parce que ce club mérite vraiment chaque année de jouer les trois premières places, parce que j'arrête pas de le répéter, c'est le meilleur club de France pour moi, avec les meilleurs supporters d'Europe. Tiens, tu vois, il y a Luciano 13015 qui nous dit l'attaquant qui incarne les valeurs de l'OM, un des plus marquants du 21e siècle au club, respect. Et c'est vrai que tu es là aussi pour le clin d'œil, parce qu'il y a eu un
un sondage sur le compte Twitter du Phocéen où on demandait aux supporters de l'OM d'élire le joueur du 21e siècle et ça a été toi. C'était Jean-Pierre Papin, tiens, pour le 20e siècle à l'époque sur une consultation. Et du coup, on se dit, Jean-Pierre Papin, toi, des attaquants, des buteurs, voilà, il y a une relation. Vous êtes d'ailleurs en relation, vous vous croisez pas mal de fois vu qu'il est au club. Ouais, je suis très proche de Jean-Pierre. Je l'étais déjà quand j'étais au club et je le suis encore plus depuis que j'ai quitté le club. Jean-Pierre, ça a toujours été un modèle pour nous les attaquants, surtout que c'est de notre époque. Hein, on a commencé à aimer l'OM avec l'équipe avec l'époque de Jean-Pierre, Chris Waddle, Abedi Pelé et j'en passe. Donc voilà, ça a toujours été nos idoles, ça l'est toujours. Donc voilà, quand je jouais, je prenais énormément de conseils de la part de Jean-Pierre. Et même maintenant, même après ma carrière, j'écoute beaucoup ce genre de personnes avec son expérience pour pouvoir le transmettre aussi moi par la suite aux plus jeunes aussi. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de croiser et de côtoyer Jean-Pierre. Bah tiens, justement, puisqu'on est sur le sujet, je rappelais que tu étais le dernier buteur de l'OM en Coupe d'Europe contre Benfica. Si tu te souviens, vous perdez 2-1 là à la fin un peu avec Ben Arfa qui perd ses nerfs contre Di Maria. C'était, c'est un débat qu'on a souvent eu parce que forcément après vous avez fait la remontée qui était la vôtre en championnat. Cette défaite contre Benfica, là, ce 2-1, il laisse des regrets sur le coup. Vous étiez dégoûté ou après coup vous vous dites on a gardé du frais pour le championnat, sans ça on aurait été. C'était quoi votre sentiment? Écoute, pour te dire vrai, à l'époque on avait c'était un sentiment vraiment de déception à chaque fois parce que au-delà de Benfica, il y a eu d'autres matchs les années auparavant. Je me rappelle l'année où on perd contre le Zénith aussi, alors que pour moi, sur les deux matchs, on est au-dessus. On se fait éliminer contre le Zénith. Derrière, le Zénith, je crois, remporte la coupe. L'année aussi où on perd contre Shakhtar Donetsk. Ah, tu as un poteau là-bas. Voilà, où je tire, voilà, en fin de match, je frappe le poteau et malheureusement, ce poteau nous élimine. Et, surtout le but qu'on prend à domicile en fin de match contre le Zénith aussi. Et c'est ce but-là qui nous élimine. Et derrière, le Zénith gagne la Coupe d'Europe. Et derrière, le Shakhtar gagne aussi la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était des matchs où il y a eu énormément de déception. Et contre le Benfica, en fait partie aussi. Je pense que c'était un match équilibré face au Benfica. En plus, c'était le grand Benfica. Tu l'as dit toi-même, c'est dans les débuts d'Di Maria où Di Maria faisait des grosses saisons. Derrière, par la suite, il a été recruté par le Real de Madrid. Et on avait fait vraiment jeu égal avec cette équipe-là. Et malheureusement, voilà, pour des détails, on s'est encore éliminé sur le match à domicile, je crois au Vélodrome, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Mais avec cette défaite 2-1 là-bas, c'est des matchs qui ont laissé énormément de regrets. Mais heureusement, par la suite, on a réussi à se remobiliser et en championnat à revenir et gagner le titre en fin de saison. Ouais, c'est vrai que vous aviez à cette époque-là, c'était un regret parce que vous aviez trouvé une belle assise et c'était une super dynamique et je pense que vous auriez pu vraiment mener toutes les compétitions, mais c'est facile de le dire une fois que c'est passé et faut reconnaître que déjà ce doublé qui avait été fait avec le championnat et la Coupe de la Ligue faisait énormément de bien et que c'était une très belle mais je pense qu'on avait nos chances aussi en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et tu parlais des saisons précédentes, c'est vrai que c'est terrible. Charlie Goyard s'en souvient aussi là du Zénith, parce que 3-0, tu marques d'ailleurs. Il y a 3-0 pour l'OM, et puis vraiment dans les 3 dernières minutes, il y a Arshavin qui fausse compagnie à Ronald Zubar. Voilà. Ouais. Et c'est ce but-là qui nous élimine malheureusement. Et oui, et derrière le Zénith gagne la Coupe d'Europe. Et puis bon, en demi, ils sortent le Bayern de Franck Ribéry et de Luca Toni. C'était, mais effectivement, c'était des regrets. Et le Shakhtar, défaite 2-0 là-bas à l'aller, tu mets un poteau, j'en parlais, et c'est vrai qu'à 2-1, ça aurait été complètement différent parce que le retour,
avec une victoire 2-0 et à l'époque le but à l'extérieur, ils avaient un petit matelas et comme c'était une équipe qui savait manier le ballon, Willian qui a fait après les beaux jours de Chelsea, Exactement. Fernandinho, capitaine de Manchester City par la suite, ils avaient une sacrée équipe et, C'est ça. et c'est passé pour eux. Il y avait aussi pas mal de messages, Mamad, parce que tu nous disais transmettre aux plus jeunes. Il y a toujours beaucoup de gens qui espèrent te voir revenir au club. Qu'est-ce que ça en est où toi dans ta réflexion déjà en termes de ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à travailler dans le football ou pas? Et forcément ce éventuel retour à l'OM, t'en penses quoi? Non, bien évidemment, j'ai toujours travaillé pas très loin du football, hein, parce que le football, c'est ce qui m'a motivé toute ma vie. Ça a toujours été ma passion depuis que je suis tout petit. J'ai réussi à en faire, par la grâce de Dieu, mon métier. Euh, bien évidemment que voilà, je serai jamais très loin du football. Et puis, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, bah, il y a eu des discussions avec Pablo Longoria où on s'entend très bien aussi avec le président. Ouais, pourquoi pas pour la suite envisager une association avec l'Olympique de Marseille. À quel poste, je sais pas, on en discutera avec le président, pourquoi pas. Mais ouais, bien sûr, ça me fera énormément plaisir de revenir au club pour aider les plus jeunes et peut-être pas et pourquoi pas les professionnels par rapport à mes conseils, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre aussi dans l'Olympique de Marseille, par rapport aux relations qu'il y a avec le terrain Hmm. et sur et en dehors du terrain avec les supporters aussi. Donc voilà, on verra par la suite, j'espère, on verra. Toi, c'est un rôle peut-être plus terrain, c'est ça que tu nous dis? Ouais, sûr, et en dehors du terrain, moi, tant que je peux aider l'Olympique de Marseille à retrouver par ma petite échelle, hein, mais à Hmm. retrouver la place qu'elle mérite, comme je l'ai dit, si je donnerai tout pour ce club, comme je l'ai toujours fait. Même si je suis plus à l'OM, j'ai toujours été le premier supporter de ce club. Quand le club perd, quand le club souffre, je souffre aussi. Hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai envie que l'OM retrouve sa place par rapport par rapport au club, par rapport à la ville, par rapport aux supporters qui le méritent plus que tout. Tiens, il y a Maximus Wesh qui nous posait une question aussi, qui t'avait écouté sur RMC la saison dernière. Tu étais aussi consultant pour Canal+, là pendant la CAN. Il voulait savoir un peu si tu avais aussi des projets dans les médias, comment ça se passait pour toi. Je suis toujours un consultant pour Canal Plus Afrique, donc c'est un poste qui me plaît énormément parce que on débat énormément sur le football, c'est ce que j'aime. Commentateur, pour l'instant c'est pas ce que je recherche. Moi j'aime bien avoir des débats, discuter, donner un avis, sans faire de critique non plus, mais donner son ressenti sur le moment par rapport à des rencontres, par rapport à des résultats, à des joueurs, à des formes du moment. Et pour l'instant, ça me plaît bien. Et oui, alors là pour le coup, petite anecdote, pour pas mal de joueurs qui sont passés, que tu étais coéquipier, me disaient que le foot, ils jouent, ils s'entraînent et tout, quand ils rentrent chez eux, ils n'avaient pas envie forcément de regarder des matchs. Et des fois, ils se retrouvent avec toi. Et toi, par contre, s'il fallait regarder un match de milieu de tableau de Bundesliga le samedi 13h, tu le faisais. Et tu as toujours cette passion du foot, de regarder plein de matchs tout le temps? Je vais être très honnête avec toi. Franchement, il n'y a que vraiment les matchs de l'OM que je loue Hmm. pas. Et je regarde un peu moins. C'est vrai qu'avant, ils ont raison. Je lisais tous les journaux, je regardais tous les matchs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2. Tout ce qui passait à la télé, je regardais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus compliqué par rapport au niveau de jeu. Je pense que je préfère plus le foot qu'il y avait avant. Peut-être Ouais. que c'est peut-être dû aussi aux nouvelles règles, avec la VAR, où ça donne moins, je pense, d'intensité et de vérité aux deux matchs, parce que
Le foot, ça reste quand même un sport de contact. Le Mhm. foot, ça reste comme un sport où il y a des erreurs, où l'arbitre peut commettre des erreurs. Des fois, ça t'est profitable, des fois, ça t'est préjudiciable, mais c'est comme ça fait partie du jeu. On a toujours connu ça depuis petit, et on le connaît maintenant même depuis petit. Les plus jeunes jouent au football sans la VAR, et c'est vrai que d'arriver en professionnel et connaître ce règlement-là, c'est des fois ça perturbe un peu les joueurs, ça fausse un peu le résultat. On s'en sert des fois bien, un peu moins bien. On a pu le voir hier avec Aubameyang. Je pense qu'il y a penalty sur Aubameyang avec la faute de Silva, mais malheureusement la VAR en a décidé autrement. Ça dépend souvent des appréciations des arbitres qui sont dans le bus aussi. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc ça me plaît un peu moins qu'avant. Donc je regarde un peu moins aussi. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission. J'ai noté encore plein de petites questions te concernant, pas mal revenues, à chaque fois une même thématique, à savoir quel était ton duo préféré. Parce que tu as vraiment été un joueur, tu es un vrai joueur collectif de football et il n'y a pas de secret. Les mecs, généralement, qui jouaient avec toi, ils s'entendaient bien, ils étaient très contents de jouer avec toi. Il y en a eu plusieurs dans ta carrière. C'est quoi le duo que tu as préféré? Franchement, à chaque fois, on m'a souvent posé cette question-là. Je vais être très honnête avec toi, hein. C'est très dur d'y répondre parce que j'ai énormément pris de plaisir à chaque fois que j'ai constitué un duo avec un joueur parce que j'aime jouer devant avec de très bons joueurs. J'ai évolué avec Manuel Adebayor à Metz où on a kiffé énormément, on a pris énormément de plaisir. On avait réussi à refaire monter FC Metz en Ligue 1. J'ai par la suite évolué avec Daniel Luboya où ça a super bien marché aussi, où on s'entendait extrêmement bien. Derrière Mika Pagis où c'était un régal. C'était un Évidemment. régal de jouer avec cet artiste. Parce que moi je l'appelle, pour moi c'est un artiste, hein, c'est un joueur qui Le a pagicien. toujours été sous-coté, moi je dirais, par rapport Hmm. à la valeur et la qualité technique de ce joueur. Et j'ai aimé ce duo avec Branda aussi, où c'était un style différent de Mika, mais toujours aussi efficace par rapport à moi, parce que si j'ai marqué autant de buts, c'est aussi en grande partie grâce à Brandao, avec sa combativité, le travail qu'il a batté devant, ça me permettait aussi à moi d'avoir des espaces et pouvoir en profiter et de marquer des buts. Donc, pareil, en Turquie, j'ai joué avec Hmm. Alex, qui était un grand joueur aussi, qui était international brésilien, qui avait une qualité technique incroyable. Et je me suis régalé aussi avec lui. J'ai marqué énormément de buts aussi avec lui. Donc, c'est difficile de différencier. Chaque style, pardon, était différent. J'ai apprécié évoluer avec chacun de ces joueurs. Hop, 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 hop. Tu n'en oublies pas un là? Un mec avec des cheveux un peu colorés là, qui frappait un peu fort du pied droit. Attends, je sais. Djibril, oui, Ah. Djibril. Non, 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 Djibril, je n'oublie pas, mais Djibril, c'était pas, on n'a pas joué en duo ensemble. Hmm. C'était plus une attaque à trois, c'est-à-dire que Djibril était dans l'axe, moi j'étais à gauche, et au début, la première année, c'était toi, Philou, qui jouait à droite. Hmm. Donc, c'était plus en 4-3-3 à l'époque quand Djibril y jouait, Bien sûr. quand avec Eric Guéret, et quand Guéret jouait à une seule pointe ou à un 9,5 et un attaquant, c'était plus moi qui jouais en pointe et Mathieu Valbuena derrière moi. Donc voilà, quand Djibril jouait le plus souvent, enfin même à chaque fois que Djibril jouait, j'étais exporté sur la gauche. Et c'est vrai qu'il y avait un schéma avec Guéret, un peu un 4-4-2 asymétrique où il y avait Mamad, Djibril, Mathieu Valbuena et Samir Nasri. Ils étaient les quatre devant, un peu comme au tout début Non, là, de l'ère. c'était un 4-3-3, hein. Ouais, ouais, ouais. C'était moi à gauche, Mathieu à droite, et Djibril en pointe et Samir derrière les C'est trois vrai que attaquants. c'était asymétrique et j'assimilais ça un peu quand il y a eu Ismail Assar, Aubameyang, Iliman Ndiaye là, et Amin Harit au tout début de l'ère Gasset, là, les 5 victoires. Ça se ressemblait pas mal dans la répartition un peu, où vous Ouais, êtes pas mal de liberté. ça se ressemblait parce que exactement, tu l'as dit toi-même, on avait énormément de liberté, mais moi j'aimais bien fixer à gauche et Djibril est resté en pointe. Et c'est vrai que Mathieu, le fait que il soit plus un milieu de formation,
le fait qu'il soit excentré à droite, ça lui permet aussi beaucoup de rentrer dans l'axe et d'apporter une supériorité numérique au milieu de terrain. C'est pour ça qu'on avait souvent la pression d'être en 4-4-2. Tiens, il y a Anthony du Mourbihan qui nous demandait ton avis sur Faris. Tu nous as parlé de... Alors, je ne dis pas que Faris Moumbagna, c'est Brandao, mais toi, justement, avec ton œil d'attaquant, et tu nous as parlé de Brandao et de à quel point il était utile pour toi. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de ce que tu as vu de Faris Moumbagna? Est-ce que ton œil d'attaquant te fait dire là, il va pouvoir nous apporter ou pas? Oui, oui, parce que il a la qualité. Je regarde pas pour l'instant les buts qu'il marque, mais c'est toujours important de marquer pour un attaquant. Mais il a des qualités de vitesse, il a des qualités de remise, de jeu de haut but qui sont très 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 intéressantes. Et ce que je m'aperçois chez lui, c'est qu'il a une très très grosse marge de progression. Et il va falloir qu'il travaille énormément sur ça. Et croyez-moi que s'il travaille beaucoup, qu'il fait beaucoup d'extra à la fin des entraînements pour pouvoir bosser son jeu offensif, c'est un garçon qui peut énormément progresser. Tiens, Nico Amskas qui nous dit qu'est-ce que tu penses de ton ancien coéquipier Habib Beye? Alors, tu n'as pas formé de duo sur le terrain parce qu'il était latéral droit, mais bon, vous êtes tous les deux internationaux sénégalais, vous avez passé de très bons moments à l'OM, et là, il fait un parcours de coach, il survole, il écrase tout le monde en national là, avec le Red Star, ils ont je crois 10 points d'avance minimum. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, voilà, il s'est fait une sacrée machine de guerre. Bah, déjà, Habib, ça a toujours été quelqu'un d'intelligent. Il n'a jamais mis la charrue avant les bœufs. Il a chaque fois il a fait les choses dans l'ordre. Et c'est ce qu'il fait par rapport à son travail actuellement en tant que coach. Il a passé les diplômes les uns après les autres. Il a pris une équipe qui était au plus bas. Il a fait ses armes là-bas. Il a progressé. C'est sa troisième année au Red Star. Il a pris le temps de monter son équipe, de, de connaître les forces et les faiblesses de son équipe pour pouvoir bien bosser. Et cette année, ça a pris forme, la machine à marche et il obtient les résultats pour lesquels il a bossé depuis les 2 années qui se sont écoulées. Et aujourd'hui, il est aux portes de la montée en Ligue 2 pour le Red Stars, qui est quelque chose d'extraordinaire pour le Red Star, mais il mérite tout ce qui lui arrive et allez, Habib, c'est un futur très grand entraîneur, en tout cas, je l'espère. Et tu me vois forcément venir, mais cycle de 3 ans, pour toi, est-ce qu'après il peut basculer un club par exemple comme l'OM, par exemple, hein, ou c'est encore trop Ouais, tôt, il aura pu basculer bien avant. Je pense qu'il a reçu des propositions de clubs de Ligue 2, voire de Ligue 1 déjà C'est vrai, auparavant. de Brest Et par exemple, qui, avant Eric Roy. voilà. Et il a refusé. Il a refusé parce qu'il se sentait pas prêt. Il savait qu'il avait besoin encore de bosser, de travailler, de prendre en expérience. Et ça montre encore l'intelligence qu'il a eue à ce moment-là. Et bien sûr que par la suite, il a toutes les qualités pour prendre une équipe de Ligue 1 et une très bonne équipe de Ligue 1. Et pour moi, Marseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur club de France et Habib il aura les qualités pour entraîner cette équipe. Tiens, il y a une question qui est passée que j'aime beaucoup, elle est de Agrafoun, et c'est vrai que surtout on a l'impression que ça devient plus important encore dans le foot actuel, mais surtout j'ai l'impression qu'à ton époque, on ne se posait même pas la question, c'est qu'il nous demande ton secret pour tirer les pénaltys. C'est vrai que j'ai pas souvenir de Mamad qui rate un pénalty. Tu avais un truc ou pas? Non, après, moi j'ai toujours pris le penalty comme un geste technique en fait. On dit souvent que c'est de la chance, mais pour moi c'est pas de la chance. C'est un geste technique qui se travaille. Je l'avais travaillé à l'entraînement par avant, même si c'était pas moi le tireur attitré, je le suis devenu par la suite. Mais parce que à l'entraînement j'ai prouvé que j'étais le meilleur tireur et j'avais pas de côté en fait. J'avais pas de côté. Je prenais mon temps, je regardais, je fixais le gardien. En fait, je fixais le gardien, je posais le ballon, je savais le ballon où il était situé. J'avais confiance à ma qualité technique. Donc, à partir du moment où le ballon était posé, je le regardais plus.
Je me concentrais sur le gardien et au dernier moment, j'ai choisi ses côtés selon ce que le gardien avait anticipé ou pas. Et s'il anticipe pas, bah, au dernier moment, choisir un côté bien placé. Et en général, un gardien, pour qu'il arrête un penalty, faut qu'il anticipe la frappe parce que sinon, il partira trop tard. Et ouais, c'est ça, c'est la force, ce que tu nous dis techniquement, quand tu es aussi à l'aise pour tirer à gauche, à droite, parce que c'est technique, parce que c'est tactique, parce que tu l'as travaillé, et ben du coup, tu peux te permettre d'attendre le dernier moment, de changer tes plans, parce que techniquement, tu es sûr de toi et ça fait la différence. Il y a Bal Turner, tiens, qui nous dit, il faut que vous demandiez à Mamad, il nous a dit, qui nous parle d'une éventuelle vente. Il a des infos. Tu sais qu'il y a une partie de supporters de l'OM qui ne vivent maintenant Ah. que par ça. Est-ce que tu as des infos? Est-ce qu'on est racheté? Est-ce que c'est bon les millions? Dis-nous. Non, j'ai aucune info par rapport à ça et je suis comme, je suis comme le supporter. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un supporter de l'Olympique de Mhm. Marseille. Donc voilà, nous tout ce qu'on veut, c'est et tout ce qu'on souhaite, c'est le meilleur pour l'Olympique de Marseille. Donc si ça passe pour une vente du club pour pouvoir apporter, pour pouvoir injecter de l'argent, apporter de l'argent, pour pouvoir constituer une meilleure équipe et être plus compétitif au niveau du championnat et en Coupe d'Europe, ben voilà, je suis d'accord. Moi, je signe tout de suite. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est que l'Olympique de Marseille retrouve les sommets. Oui, évidemment, on est tous baltreneurs. C'est ce que je lui disais avant que tu arrives. C'est exactement, on est tous dans le même état d'esprit. Maintenant, voilà, tant que ça n'arrive pas, on va peut-être pas être focus là-dessus. On va être focus sur ce qu'on voit sur le terrain, parce qu'on est là avant tout pour regarder du football. Il y a beaucoup de questions aussi pour savoir, Shin Sama par exemple, l'équipe de l'OM dans laquelle que tu as le plus kiffé, celle vraiment dont tu étais le plus fier. Est-ce que c'est celle finalement de Deschamps avec laquelle vous êtes champion, celle d'avant avec Guéret, peut-être celle de ton arrivée, je sais pas. Voilà, est-ce qu'il y en a une en particulier? Ouais, bien évidemment, tout le monde va penser à celle de Deschamps parce on a été champion. Mais j'ai pris grave du plaisir avec toutes les équipes que j'ai pu avoir à l'OM, hein, même quand je suis arrivé, hein, parce que j'avais une relation et un lien très fort avec beaucoup de mes coéquipiers à cette époque-là. D'ailleurs, Hmm. on est toujours aussi proches, hein, avec Samir, avec Franck, avec Lorixana, euh, avec Habib, voilà, j'ai passé une année incroyable avec eux. On est parti même en finale de Coupe de France. Malheureusement, on l'a perdu. Euh, Pareil par la suite avec l'année d'après ou même l'année avec Gerex, j'ai pris énormément de plaisir avec Djibril, avec Athème, avec tous les Vito Hilton, j'ai pris énormément de plaisir. Mais c'est vrai que l'année on a été champion, c'était une année incroyable en termes de ce qu'on faisait sur le terrain, mais surtout en dehors, on avait une ambiance incroyable. D'ailleurs, même quand ça s'est terminé, le championnat, on était tous déçus. On voulait que ça continue encore parce qu'on voulait pas se quitter. On voulait continuer encore à venir aux entraînements. On voulait continuer encore à se voir. Malheureusement, on a vu que c'était fini. Voilà, le championnat était fini. Il fallait que chacun parte et on savait que l'année d'après, il y allait avoir des départs et que voilà, l'équipe allait se casser un petit peu. Donc c'est ça qui était dommage. Mais c'est vrai que en termes de vestiaire, l'année où on a été champion, c'était incroyable. Ouais, d'ailleurs, je vais revenir sur deux trucs là-dessus. Il y a eu des messages aussi pour dire qui nous racontent un peu les débuts quand c'était compliqué. Et j'aimerais mettre fin à cette légende-là, les débuts de Mamadou Niang, qui étaient compliqués. Il y a un match qui s'appelle OM Deportivo La Corogne. Il met 2 buts. Il y a un match avant OM Lazio où il marque aussi. Si ça, c'est des débuts compliqués, je demande à voir les débuts de tous les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ouais, je me suis rarement exprimé sur ça parce que j'aime pas trouver des excuses en fait. Hmm. Il faut savoir l'OM La Corogne, ce match-là, j'étais malade. D'ailleurs, après le match, j'avais été à l'hôpital. Je l'avais joué malade. Mais ça, À l'hôpital carrément? ouais, bien sûr, j'avais fini à l'hôpital sous perfusion parce que j'avais joué ce match-là malade. Ah Même ouais. le match de Benfica, hein, même Benfica, j'avais joué le match malade quand on avait perdu 2-1 là-bas. J'avais fini pareil à l'hôpital à Benfica. J'avais rejoint mes coéquipiers après à l'aéroport.
J'avais passé la nuit à l'hôpital parce que j'étais malade. Non, j'avais connu des débuts compliqués. C'est pour ça que bon, j'en voulais aussi un peu au coach parce que j'avais été blessé et énormément en ce début de saison et surtout après le match contre Saint-Etienne où Ilunga me fait un tac par derrière et j'ai subi une grosse entorse de la cheville. Normalement, je devais être arrêté pardon 3 mois, mais au bout de 1 mois, mon coach me demande de reprendre, de jouer parce que à l'époque Sergio Coquet était blessé aussi. Mm. Il s'était blessé après moi, donc on n'avait plus d'attaquant. Et donc j'avais avec l'insistance du coach qui insistait beaucoup pour que je joue parce qu'on n'avait pas d'attaquant, donc j'ai joué énormément blessé. Toute la fin de la première partie du championnat, j'ai joué pratiquement sur une jambe. Ça a été compliqué pour moi et derrière il y a eu la CAN et je pouvais pas refuser la CAN puisque je faisais les matchs avant. Donc j'étais obligé d'aller à la CAN, même à la CAN j'ai pas énormément joué parce que voilà j'avais des douleurs. Et je suis revenu de la CAN et il y avait Meka et Tofilou qui venaient de signer et qui marchaient très bien aussi. Donc voilà, j'ai perdu ma place, mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me soigner. Ça m'a permis de me soigner, et ça m'a permis de revenir plus fort. Et après, derrière, là, c'était parti. C'est pour ça que quelque part, j'en voulais un tout petit peu au coach parce que c'est lui qui a insisté pour que Mm. je joue. Donc, j'aurais aimé qu'il me défende un peu plus dans les médias parce que je l'avais fait pour lui, en fait. Je jouais pour l'équipe et je jouais pour lui parce que c'est lui qui avait insisté pour que je joue. Donc, il avait besoin de moi à ce moment-là. Donc j'ai serré les dents. J'ai serré les dents pour lui. Et j'aurais aimé que lui prenne plus ma défense quand qu'il y a eu des critiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai assumé et je me suis jamais trouvé d'excuses. Et voilà. Et oui, et puis il y a eu le symbole, c'est ce match, je m'en souviens, contre Nancy. Il y avait 2 buts de Toafilou Maoulida, 2 buts de Mamadou Niang, 2 Non, buts je de pense Michael que Pagis. le match était le match juste avant Nancy où on va gagner à Nantes et je mets un doublé. Ah, voilà, c'est moi qui marque, c'est très bien. Et c'est vrai que pour une première saison, il y avait eu, je crois que toute compétition confondue, ça monte à 18 buts. Donc on était déjà dans des très bons standards, et ce qui finira donc sur ces 100 buts. Et là encore, il y en a eu pas mal, il y a eu 2-3 messages, pas mal, j'arrache, 2-3 messages disant « Eh ouais, Mamad, derrière, il est parti, il nous a lâchés au pire moment ». Et je disais non, les gars, il ne vous a pas lâché au pire moment. Il est parti sur un titre de champion après 5 ans et 100 buts. Donc j'appelle pas ça un départ. C'est parce que après lui, ça a mal été géré qu'on s'est dit ah, il nous manque. Mais au moment où il part, tout le monde se dit merci Mamad pour service rendu. C'est la transition. Bah, Ce problème, c'est la transition. surtout, c'est pas un départ souhaité de ma part. C'est un départ voulu par la direction du club à ce moment-là, qui était Jean-Claude Dacier, qui m'a clairement fait savoir que le club voulait plus de moi, alors que le coach voulait encore que je reste. Et je me voyais pas aller. J'avais pas le temps en fait de me battre avec un président qui était stupide, qui comprenait rien au club, qui connaissait même pas son équipe. Voilà, j'ai préféré. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres dirigeants comme José qui prennent ma défense à ce moment-là, mais qui l'ont pas fait. Donc, j'ai pas senti de la part de la direction une envie plus que ça de continuer. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de partir. Et il y a Fenerbahçe qui s'était manifesté depuis à plusieurs reprises. Donc, j'ai senti eux une volonté de leur part de me recruter et qu'ils avaient confiance en moi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti de l'Olympique de Marseille. Mais à la base, à aucun moment j'avais pensé quitter le club. Et c'est vrai, et vraiment pour appuyer ce que tu dis, puisque j'étais un témoin privilégié de ce moment-là, il y avait des messages, et on le réalise après coup, mais Didier Deschamps venait à l'intersaison en conférence de presse, parce que lui voulait te garder, lui il te voyait, et tu étais totalement dans ses plans, et en fait, il prenait entre guillemets un malin plaisir à faire comprendre que l'équipe ça se ferait avec toi, et il faisait passer ce message auprès de nous les journalistes pour bien faire comprendre que le souhait qui était exprimé plus haut, ce n'était absolument pas les siens et que lui voulait absolument te garder. Et il mettait Non, justement, le truc en disant Mamad, il est indiscutable. Celui qui est juste derrière lui à ce poste-là, et à l'époque c'était Athème dans son organisation, vous étiez tous les deux, il disait par contre pour Athème la porte est ouverte.
il nous faisait comprendre, mais Mamad, on n'y touche pas, et c'était vraiment son souhait de te garder, quoi. Oui, bah moi j'ai toujours eu une relation incroyable avec le coach. On s'est toujours parlé franchement, honnêtement. Déjà l'année d'avant, je devais partir, il a tout fait pour que je reste. Il m'a nommé en tant que capitaine, j'étais son relais sur le terrain. Et même avant que je parte, on s'est encore parlé, il m'a convoqué dans sa chambre lors de la mise au vert et il m'a demandé encore de rester, de me battre. Et voilà, je savais que lui déjà aussi n'était pas en accord avec la direction au-dessus. Donc voilà, non, moi je savais très bien que le coach il voulait me garder. D'ailleurs, c'est ce qui a créé le problème avec Athènes parce que le coach voulait me garder et il voulait libérer Athènes si Athènes avait une bonne proposition. Derrière le fait que je quitte l'Olympique de Marseille, ça a modifié ses plans. Donc maintenant, il voulait plus que Athènes parte et la direction ne voulait pas qu'Athènes parte aussi. Mais Athènes avait déjà pris sa décision de partir à Newcastle. Donc ça a foutu un bordel un peu là-bas aussi. Donc voilà, ça avait été mal géré, je pense, parce que moi, je voulais rester à l'OM. Malheureusement, c'était pas le souhait des personnes qui étaient au-dessus. Et Donc ça, voilà. et c'est vrai que c'était un peu le prétexte pour certains pour se déchirer. Malheureusement, on l'a vu par la suite. C'est vrai qu'il y avait deux courants se formaient au club et malheureusement, tu étais au milieu de tout ça. Et la conséquence, ça a été pour le niveau de jeu de l'équipe et ça a été aussi pour le maître à jouer de cette équipe qui vraiment, et il l'a dit d'ailleurs dans ses interviews, Lucho González, on ne l'a pas parlé dans les duos, mais il a toujours dit, Lucho, la vraie cassure, on lui a dit, ah oui, c'est quand vous avez été cabriolé. Et Lucho, il a dit, non, la vraie cassure, c'est quand Mamadou Niang est parti. Parce que j'avais un joueur qui me comprenait parfaitement et je ne l'ai plus eu derrière. Oui, c'est vrai que le me l'avait dit aussi. Quand j'étais à Fenerbahçe, j'étais revenu au truc. Il m'en avait voulu, mais entre guillemets, quoi, parce qu'il rigolait. Et il me disait que voilà, qu'il était vraiment déçu de me voir partir et que je parte parce que c'est vrai qu'on s'entendait extrêmement bien, moi et Lucho. On n'avait même pas besoin de se parler, on n'avait même pas besoin de communiquer sur le terrain. Dès qu'il recevait le ballon, je savais déjà à quel moment faire l'appel de balle et lui, il savait exactement à quel endroit me mettre le ballon ou dans quel espace me mettre le ballon pour me mettre dans les meilleures dispositions. Et même dans le jeu court, dans les combinaisons, on arrivait à se trouver. C'était un joueur qui était d'une simplicité incroyable. C'était une touche, deux touches. Lui, c'était que les jeux en mouvement. Tout ce que j'aime. C'était pas un mec qui rajoutait une touche de plus, deux touches de plus. C'était le mec c'était le ballon qui devait aller vite. C'était pas les joueurs. Et c'est vrai que sur le terrain, c'était incroyable de jouer avec des joueurs comme ça parce que tu sais que n'importe quel ballon, n'importe quel appel de balle que tu vas faire dans le bon espace, le ballon il arrivera dans le beau tempo et dans les meilleures dispositions pour que je puisse me procurer des situations ou des occasions de but pour marquer des buts. Eh ben super, Mamad, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Tu as même joué les prolongations, on t'en remercie. Tu avais Hugo, on va peut-être finir par ça, qui nous dit ton joueur préféré dans l'effectif. Et je rajoute, parce que Will nous disait, toi à l'époque, Harit et Unai, tu les aurais secoués. C'est vrai que j'ai le souvenir de certaines scènes, voilà, de certaines discussions dans le vestiaire. Quand il fallait dire les choses, tu les disais, tu étais capable de les secouer un peu, tes milieux de terrain à l'époque. Tu aurais pu le faire. C'est peut-être ce qui manque dans l'effectif actuel. Ouais, moi ce que je dirais à Harit et surtout Unai, c'est que c'est des joueurs qui ont une qualité technique incroyable et ça revient à ce que je dis par rapport à Lucho tout à l'heure. C'est que c'est des joueurs ils gagneraient en qualité à limiter leur touche de base, c'est-à-dire de jouer en mouvement, de jouer à une touche, de proposer, de donner, de bouger derrière, de proposer des solutions et de toujours être en mouvement. Amit, c'est un très grand joueur, c'est l'un des joueurs que je préfère à Marseille, mais voilà, je sais qu'il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même avec l'OM. Bon, il a eu une grosse blessure aussi qui l'a un peu handicapé et freiné. Mais je sais qu'Amin Harit, le jour où il va comprendre le jeu de l'Olympique de Marseille, il va progresser. S'il arrive à jouer un peu comme un Lucho, comme un Mika Pagis, avec la qualité technique qu'il a, il fera de grandes choses. Et Unai aussi, c'est un joueur qui a une grande qualité technique et il gagnerait en efficacité
à jouer un peu plus simple, à limiter plus les touches de balle et à jouer en mouvement. Eh ben super, ben merci beaucoup Mamad d'avoir été avec nous et puis à très vite. Pour toi, on te suit, Merci à toi. on continuera à espérer, on guettera ce fameux retour à l'Olympique de Ça Marseille. marche. Merci Merci, Mamad, à merci. bientôt. Et encore Ciao, à merci, bientôt. et il y a beaucoup Bonne de journée. messages dans le chat, merci pour tout ce que tu as fait. Pour tes 100 buts à l'Olympique de Marseille, étaient très nombreuses passes décisives, Merci on à les tous les oublie pas. supporters. Merci à tous les supporters et continuez à supporter l'OM à la vie et à la mort, dans les bons comme dans les mauvais moments. De toute façon, voilà, c'est notre club, on l'aimera toujours et voilà, même dans les moments difficiles, c'est grâce à vous qu'ils vont sortir de cette situation. Donc ne lâchez pas, soyez les mêmes que vous êtes depuis le début de saison et j'espère qu'on terminera bien cette saison. Eh ben super, ben merci beaucoup Mamad, merci à vous de nous avoir Merci à suivis. On vous. se retrouve très vite sur le Phocéen pour le rendez-vous du talk show. Forcément, c'est ce soir à 18 h sur le Phocéen. Salut à tous.